Bonjour et bienvenue sur le plateau de Parlons Pro, Smart City, Smart Water, Smart Mobilité. À croire que la ville entière va bientôt communiquer. En tout cas, il y a un édifice dont on attend qu'il communique beaucoup, c'est le bâtiment, premier secteur contributeur à l'effet de serre. Où en est le Smart Building? Les technologies sont-elles au point? Et la filière est-elle vraiment préparée? Nous allons tenter d'y répondre aujourd'hui avec sur ce plateau David Acher, le directeur des publications d'Actu Environnement, avec qui je co-anime ce débat aujourd'hui. Jean-Laurent Gentil, membre de l'équipe nationale du programme Linky, le compteur communicant d'ERDF. Jean-Éric Fournier, directeur développement durable de Foncière des Régions, société qui détient un patrimoine immobilier de 18 milliards d'euros en France et en Europe. Et Serge Lemaine, président de Neuron Systems, société du groupe ABB, fournisseur de solutions complètes de gestion technique et énergétique du bâtiment. Un bâtiment truffé de capteurs dont les équipements sont connectés et qui nous renseignent sur toutes les consommations de ses occupants. Est-ce que ça existe? Je vous propose de regarder ce reportage tourné il y a 5 ans. Voici le Hive, le siège social de Schneider Electric, inauguré en 2009. Un bâtiment high-tech conçu pour mieux gérer l'énergie. Donc, parmi tous les automatismes du bâtiment, nous avons par exemple des détecteurs de luminosité. Donc là, vous avez le détecteur qu'on appelle deuxième jour, complété par un détecteur premier jour, ici. Donc c'est en fonction de la différence de luminosité entre cette partie-là plus éclairée et la partie derrière moins éclairée que le système de GTB, gestion technique du bâtiment, va piloter les éclairages automatiques ou les extinctions d'éclairage. Nous avons des boîtiers de commande dans toutes les salles de réunion et dans les bureaux individuels qui permet aux collaborateurs, aux résidents, de piloter par 2 boutons, permet de piloter l'extinction automatique de la zone, c'est-à-dire fermeture des stores, c'est-à-dire extinction de la lumière, baisse du chauffage, dès qu'il se déplace. Regardez, on appuie sur le bouton d'extinction et là, vous voyez par exemple les stores qui automatiquement se ferment. Des logiciels permettent de visualiser et de maîtriser la production et la consommation d'énergie en temps réel. Là, c'est une salle de fitness, donc on a la consommation de la salle de fitness au niveau énergie électrique. Et là, on rentre dans les tableaux services généraux, pareil, au niveau consommation du bâtiment. Grâce à ces données, des actions seront mises en œuvre pour tenter d'améliorer encore la performance énergétique du bâtiment. Donc ça, c'était il y a 5 ans, effectivement un exemple de gestion technique du bâtiment. Monsieur Lemaine, est-ce que depuis on a un petit peu évolué en termes de gestion technique? Est-ce qu'on est passé sur une gestion plus intelligente que celle que l'on a vue? Alors, je dirais oui et non. Oui, parce que là, ce qu'on a vu, c'est en fait la gestion du confort. Gestion des stores, gestion de la CVC, du chaud, du froid, comment je suis bien ou pas bien dans mon environnement, et comment, in fine, tout ça est porté sur un poste d'exploitation. De plus en plus, avec la RT 2012 qui est apparue, qui est devenue prégnante, il y a également le comptage et le sous-comptage qui est venu en sus de toutes ces informations. De surcroît, la partie énergétique a pris une place de plus en plus prépondérante, on va dire, dans la gestion technique du bâtiment. Mais ce bâtiment, il y a 5 ans, était déjà, on va dire, à la pointe, donc forcément, il a beaucoup moins vieilli que les autres. Jean-Éric Fournier, je voudrais savoir, vous, de votre côté, donc je rappelle que vous détenez un patrimoine essentiellement tertiaire, vous investissez dans ce type de GTB ou est-ce que également ça a évolué? Alors, je crois que ce qu'on a vu là, c'est un démonstrateur. Les immeubles que nous développons, puisque Foncière des Régions est à la fois propriétaire d'immeubles, nous gérons en direct nos immeubles tertiaires, mais nous sommes aussi développeurs, nous ne sommes pas promoteurs, nous ne construisons pas pour vendre, mais pour nous, pour louer en fait. Et sur les immeubles nouveaux que nous construisons, nous équipons effectivement nos immeubles de GTB et d'installations comme celles qu'on a vues à l'instant. Qu'est-ce que vous attendez surtout du Smart Building? Comment ça va vous aider? En fait, il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu, effectivement, comme ça a été indiqué à l'instant, de mieux gérer l'énergie. Je dirais aussi, c'est d'une manière générale, de prendre soin encore plus du confort et du bien-être de l'utilisateur final, qui occupe une position centrale dans tous nos projets. Et en fait, cette performance énergétique ne doit pas se faire au détriment de la qualité du confort de l'utilisateur. Alors cette intelligence, on le voit, c'est au niveau des bâtiments tertiaires. Si on regarde ce qui se passe chez les particuliers, tout le monde connaît Linky. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Dans quelle mesure est-ce qu'il va apporter ce genre de solution intelligente qu'on trouve dans les bâtiments tertiaires, dans les logements des particuliers?
Oui. Alors le compteur Linky, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau compteur, un compteur de nouvelle génération qui est actuellement déployé par ERDF pour l'ensemble des consommateurs et des clients français. Et ce compteur, en fait, il apporte 3 familles de services nouveaux par rapport à ce qu'on avait avant tout un chacun. Jusqu'ici, on a un compteur qui compte. Eh bien, désormais, ce compteur, il va faire non seulement du comptage, mais également apporter 3 types de services nouveaux. Le premier, c'est rendre accessible pour chaque particulier, chaque consommateur, sa consommation par pas de 30 minutes, sa consommation journalière par pas de 30 minutes. C'est une consommation agrégée? Ou alors est-ce qu'il y a la possibilité de différencier ce que consomme le frigo, la machine à laver? C'est une consommation agrégée pour l'ensemble du logement. Donc l'habitant du logement verra la conséquence de son comportement, mais il n'y a que lui qui saura s'il a allumé le chauffage à 18h et qui explique le pic de sa consommation, ou si au contraire il a éteint son chauffage ou son ballon d'eau chaude à 20h. Et vous pensez que ce sera suffisant malgré tout pour sensibiliser l'usager? Le fait que s'il y ait une agrégation de ces données, vous pensez que ce sera suffisant? Alors le principe, il est en fait d'un équilibre entre d'une part les contraintes imposées notamment par la CNIL, pour le respect de la vie privée. Tout un chacun a sa vie privée et elle lui appartient et elle n'appartient qu'à lui. Et en même temps, de pouvoir outiller la personne pour qu'elle visualise les conséquences de son propre comportement. Donc c'est le partage qui a été décidé, qui permet de respecter à la fois cette vie privée et à la fois de donner l'information pour que tout un chacun, s'il le souhaite, se mobilise et puisse adapter son comportement et donc avoir sa consommation baissée. Donc l'intelligence de Linky, essentiellement pour l'instant, c'est du comptage et de la visualisation de données? Non, l'intelligence de Linky, il y a 3 familles de services, comme je disais. Donc là, on est sur la première famille de services qui est rendre accessible la visualisation énergétique du comportement de tout un chacun, voir sa consommation, comment elle évolue en fonction de ses usages. Le deuxième service, c'est ce qu'on appelle la télérelève. Aujourd'hui, les factures sont adressées par les fournisseurs sur la base d'index que ERDF communique. Ces index, aujourd'hui, un grand nombre d'entre eux sont en fait des index estimés, ce qui génère environ à peu près 50% du volume de réclamation que ERDF reçoit, et ce qui génère aussi évidemment des consommateurs pas forcément très heureux lorsque un jour ou l'autre le rattrapage doit être fait. Oui, ils ont l'impression de faire la trésorerie de l'opérateur historique. Alors ça c'est peut-être dans le mauvais sens, et parfois dans l'autre sens, ils ont sous-payé pendant des années, et là il faut quelque part, si je prends une expression simple, avaler une douloureuse qui est parfois un peu difficile, surtout dans le contexte économique actuel. Donc là le principe de ce deuxième service offert par Linky, c'est de dire non, maintenant ce compteur il va vous permettre d'être facturé au réel de votre consommation, parce que simplement elle sera remontée automatiquement par le compteur. Donc il n'y aura plus de sous-facturation ou de surfacturation. Et le troisième service qui sera apporté également, c'est simplement un service qui rend téléopérable la plupart des opérations demandées par nos clients. Aujourd'hui, vous voulez emménager, vous voulez déménager, vous voulez rajouter un appareil électrique dans votre compteur, dans votre logement. Il faut modifier votre contrat, il faut modifier physiquement les organes de votre compteur et de votre disjoncteur. Eh bien, tout ça, ça sera réalisable à distance, alors qu'aujourd'hui, vous devez prendre rendez-vous avec un de nos techniciens qui viendra sous 4 à 5 jours. Vous êtes obligé de rester chez vous pour attendre ce technicien parce que le compteur, il est peut-être dans votre logement et il n'y a que vous qui pouvez ouvrir la porte. Vous prenez un jour de RTT, vous prenez un jour de congé, c'est quand même peut-être d'un autre temps. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la modernité, dans l'ère du numérique. Eh bien, ce compteur, il rendra opérable dans moins de 24 heures et automatiquement les prestations demandées par les clients. Linky, ça concerne donc les particuliers. Est-ce que c'est important que Linky soit décliné dans le tertiaire, Serge Lemaine? Eh bien oui, en fait. L'énergie dans le tertiaire, c'est prépondérant également. Par contre, ce n'est pas tout à fait la même problématique. J'ai bien aimé votre remarque qui dit en fait on a une vision globale. Et dans un bâtiment, vous voyez que la vision globale va être d'une taille extraordinaire. On ne pourra pas discriminer quel est l'étage qui consomme le plus, quelle est la personne qui consomme le plus, etc. Donc on doit aller beaucoup plus loin dans ce qu'on appelle le sous-comptage. Tout ça aidé par une réglementation qui nous pousse, qui est la RT 2012, qui va demander un comptage ou une estimation tous les 500 mètres carrés. Je ne vais pas rentrer dans la technicité de la règle, mais qui force et qui tend les maîtres d'ouvrage à équiper de plus en plus en sous-comptage. Autre point, le comptage n'est pas seulement l'électricité. Il n'y a pas que des électrons qui passent. Il y a aussi des fluides, c'est-à-dire il y a des compteurs d'eau, il y a des compteurs d'électricité, il y a des compteurs de gaz. Et tous ces comptages, en fait, doivent être conglomérés, doivent être accessibles à des maîtres d'ouvrage pour qu'ils puissent, derrière, avoir une vraie politique énergétique, soit dans une gamme ISO 50001, soit, on va dire, pour savoir, uniquement pour savoir et pour prendre des actions, pour avoir des indicateurs et dire « Attends, là, j'ai un problème, quoi. J'ai un 25 000 m² à Bordeaux, un 25 000 m² à Toulouse, j'ai à peu près le même nombre de personnes, ils consomment 25% de plus, quel est mon problème ?»
Et on voit bien que si on veut affiner le résultat, on est obligé d'avoir du sous-comptage et de dire « Ah ben oui, c'est à l'étage 4, etc. » en fonction de beaucoup de choses. Jean-Éric Fournier, justement, qu'est-ce que vous reprocherez au système actuel? Vous, qu'est-ce qui vous serait utile pour piloter ces bâtiments? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez reprocher au système actuel. Les problèmes, il parle de problèmes. Ah, alors, en fait, le fait de pouvoir diviser par étage, chez Foncière des Régions, les immeubles tertiaires que nous possédons et que nous louons sont souvent loués à un utilisateur unique. Et donc, il lui appartient de souscrire son abonnement électricité, gaz. Donc, en fait, en ce qui me concerne, en tant que directeur du développement durable, j'ai en charge notamment le reporting à l'échelle du groupe, le reporting RSE. Et en fait, ce sont les utilisateurs, ces grands comptes, qui me donnent leur consommation. Ou qui me donnent l'autorisation de l'obtenir de la part de grands énergéticiens. La question qui est posée là, me semble-t-il, concerne davantage les immeubles qui sont multilocataires. Bien sûr, on en a un certain nombre. Et là, il va s'agir de pouvoir, pour nous, piloter des installations communes, mais chaque utilisateur va avoir accès à ses propres données, comme ça a toujours été le cas, avec son propre abonnement d'électricité. Voilà. Ensuite, d'un point de vue plus général, si vous voulez, je pense qu'on a 3 grilles de lecture. Le premier échelon va concerner donc le bâtiment lui-même et les enjeux autour de la GTB ou de la GTC, appelez comme vous voulez, vont concerner en fait le pilotage des installations. Je dirais qu'il y a une seconde grille de lecture qui va qui va nourrir en fait les échanges que l'on a avec les facility managers, avec les exploitants pour la chaufferie, la climatisation, etc. Et bien sûr aussi les échanges que nous avons avec les locataires, les utilisateurs. Et puis une troisième grille de lecture qui est macro et qui va permettre à l'échelle d'un portefeuille, à l'échelle d'une activité, à l'échelle du groupe, de consolider les informations. Alors Marie-Jo le disait tout à l'heure dans son introduction, le Smart Building, c'est un peu la brique de base de la Smart City, laquelle a fait l'objet d'un plateau précédent, durant lequel il a été question de l'hybridation en fait, des besoins. C'est-à-dire que pour faire une ville plus intelligente, dans certains immeubles, on arrive à mixer en fait, les locaux de bureaux, les locaux d'habitation de manière mixer les usages. Voilà, mixer les usages pour pouvoir avoir une meilleure cohérence en termes de consommation énergétique et avoir des bâtiments qui soient plus cohérents en termes de consommation. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous envisagez à court terme ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que c'est plutôt un nid à problème par rapport aux demandes notamment de vos clients actuels? Alors, un nid à problème, si vous voulez, chaque problème peut trouver une solution. Simplement, le type d'immeubles que nous détenons, c'est vrai, sont plutôt tertiaires, même complètement tertiaires. À l'intérieur de ça, on peut imaginer, et on a des projets en ce sens, qui parviennent à mixer un hôtel, par exemple, avec, sur le même site, des bureaux. Donc ça, c'est une hypothèse que nous avons déjà bien explorée. Et des logements avec des bureaux ? Avec des logements et des bureaux, c'est à la fois des besoins, des stratégies qui sont différentes, et par rapport aux typologies d'immeubles de grande surface que nous avons, c'est un petit peu compliqué. Par ailleurs, ce que vous évoquez comme ville durable, c'est aussi une ville où on doit avoir une certaine agilité. Et dans le même temps, toujours dans le même sujet, on évoque les smart grids et l'hypothèse où effectivement vous avez sur un même îlot des logements, des commerces, des bureaux, une école qui vont vivre à des rythmes différents. Or en fait on peut difficilement considérer qu'on arrête un schéma en prenant en compte X logements, X mètres carrés de bureaux et que l'on va conserver éternellement ce schéma-là, en sachant dans le même temps que les modes de vie, les modes de consommation, les modes de travail sont en train d'évoluer extrêmement rapidement. Et il ne faut pas que la question des smart grids, telle que vous commenciez à me la poser, se pose dans... Moi, c'était plus à l'échelle d'un bâtiment voilà, que d'un très quartier. Rapidement, il faut se poser la question de l'îlot, il faut se poser la question du quartier. Oui, donc l'hybridation plutôt au niveau du quartier qu'au niveau du bâtiment lui-même. Et voilà, je pense que c'est plus au niveau de l'îlot ou au niveau du quartier, et en même temps, en faisant en sorte de conserver suffisamment de souplesse et d'agilité pour que
l'évolution des modes de vie, encore une fois, puisse être pris en compte par les immeubles, que les immeubles puissent évoluer. C'est très important pour nous. Est-ce que la technologie accompagne l'hybridation des usages? Est-ce qu'on a un déploiement pour faciliter cette mixité des espaces? Alors oui, ça c'est l'arrivée du numérique. En fait, je voudrais juste poser une définition, parce qu'on parle de GTB, on parle de Smart Building, on parle de Smart City. Et beaucoup de fois, on me pose la question, mais Serge, c'est quoi la différence entre une GTB, un bâtiment intelligent, et un Smart Building, sachant que Smart, ça veut dire intelligent en anglais. Eh bien, une GTB, un bâtiment qu'un GTB, c'est un bâtiment qui est intelligent. Mais on peut être intelligent et autiste et ne pas communiquer. Un Smart Building, c'est un bâtiment qui est intelligent, mais qui est capable de communiquer dans son écosystème extérieur, à l'échelle d'un écoquartier, à l'échelle d'un Smart Grid, à l'échelle de quoi que ce soit, et qui soit capable de fournir des données pour alimenter un écosystème de services autour qui, à l'arrivée, va vous aider, vous, nous, à mieux vivre. Lesquels services? Qui va valoriser, je reviens là-dessus, qui va valoriser également le patrimoine, puisque maintenant, un bâtiment qui est connectable, il vaudra plus cher, puisqu'il n'aura pas besoin d'avoir plein de choses à être connecté qu'autre chose. Maintenant, les services. Revenons à votre question. Les services, à l'heure actuelle, les gens se disent « Ah ouais, les services ?» C'est comme Nokia, il s'est posé la même question « Ah ouais, les services ?» Et Apple est arrivé avec l'App Store. Et on dit « Ah ouais, les services !» C'était pas du tout la même chose. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ce qui a fait la force d'Apple, c'est pas l'iPhone qui soit joli, sexy. C'est la collection d'applications qui a fait qu'on a pu l'utiliser à d'autres choses. Maintenant, revenons à votre bâtiment. Si votre bâtiment est une collection d'applications sur lesquelles vous pouvez vous connecter pour agrémenter votre confort, pour optimiser votre énergie, pour louer vos surfaces non louées, pour faire plein de choses, c'est-à-dire pour valoriser ça, eh bien on se retrouve justement dans une ubérisation du building qui va être le smart building, qui va communiquer vers ce monde extérieur et nourrir ses services. Alors si je peux rajouter peut-être aussi un élément, c'est qu'il y a une troisième dimension du smart building. Donc il est smart, on a compris, à l'intérieur, un peu tout seul. Il est smart en communiquant via un système d'application et en offrant des services complémentaires. Il est aussi smart en tant qu'un building au sein de son quartier. Et là, pour un opérateur de réseau, pour nous, c'est très important. Parce que ce building, sur le toit, il va avoir des panneaux solaires qui, dans un certain cas, vont produire au moment où les occupants seront partis en vacances. Donc ce bâtiment va se retrouver producteur net d'énergie, qu'il faudra donc évacuer, contrairement à d'autres moments où, au contraire, on aura un ciel un peu plombé, tous les occupants occupant le building, et là, il sera consommateur net. Et cet équilibre-là, à l'échelle du building, elle ne veut rien dire, elle est représentative à l'échelle de son quartier. Et on peut se retrouver avec des écoquartiers qui se développent de plus en plus, où, en fin de compte, contrairement à ce qu'on avait l'habitude d'avoir, des flux d'énergie qui descendent des centrales via les réseaux jusqu'aux consommateurs, en fait, avec des flux qui vont dans tous les sens et qui nécessitent cette fois-ci que les buildings entre eux soient capables d'être interconnectés pour qu'on puisse avoir des équilibres locaux. Puisque l'électricité ne se stocke pas, on doit donc en permanence respecter un équilibre local. Sinon, on va cramer le frigo de Madame Durand, le panneau solaire de mon collègue en face de la foncière des régions et tous les appareils de la GTB, de l'immeuble voilà, de monsieur. Est-ce qu'on peut justement bien cadrer, c'est quoi la communication de ce bâtiment? C'est une intercommunication, une communication avec les usagers, c'est les deux, c'est tout? Du point de vue, il y a peut-être deux dimensions. Enfin, en tout cas, du point de vue de l'opérateur de réseau, la communication, en fait, c'est simplement de se dire qu'on est en train d'alimenter un réseau qui vit, on disait, en fonction de sa situation à l'instant T, qui est très différente de ce qui se passait il y a quelques secondes et qui est encore différente de ce qui se passera dans quelques secondes. Et pour nous, l'important, c'est d'avoir un équilibre qui nous permette d'être sûr qu'on a la bonne tension, on a la bonne fréquence et qu'on n'est pas en train de générer des dégâts électriques conséquents. Et aussi qu'en gérant ça de façon correctement optimisée, on n'est pas obligé de surdimensionner nos réseaux. Parce que si je sais qu'en optimisant les flux et peut-être en utilisant la production faite sur l'immeuble de monsieur pour alimenter madame sa voisine particulière, eh bien, en fait, ça m'évite de dimensionner un câble qui va être 3 fois plus gros, qui va coûter 3 fois plus cher. Et simplement avec le même câble, mais en optimisant les flux, je peux avoir un équilibre local et respecter la performance du système. Juste un point également, il y a différents types de communication. Il va y avoir un réseau énergétique, mais un réseau également de communication sur lequel passera le contrôle-commande de cette énergie, mais aussi d'autres choses. Voilà, hein. Donc il y a vraiment les deux réseaux de communication. Et pour en revenir au réseau de communication de data, on se rend compte qu'à l'intérieur d'un bâtiment, il y a un quatrième fluide, hein, outre les électrons qui passent, qui est l'électricité, l'eau qui passe, qui est l'eau, outre le gaz,
il y a Internet, IP. IP comme quatrième fluide du bâtiment qui sera capable d'irriguer votre bâtiment pour faire transiter de la data. Et là, ce n'est pas de l'électron, ce n'est pas de l'eau, c'est de la data, ce qui, in fine, va faire de l'usage, etc., etc. Et si on prend le demand response comme il est demandé, ben voilà, ma centrale... Oui. Le demand response, c'est-à-dire l'adéquation de l'offre avec la demande pour assurer cet équilibre. Si, par exemple, moi je viens de Toulouse, la centrale de Golfech ne peut plus produire, voilà, elle va envoyer une information et évidemment, le bâtiment, s'il est capable de dire « je sais réduire ma courbe de charge dans les 10 minutes de 7%, par exemple, je l'envoie à l'agrégateur qui, lui, derrière, va vous dire « ouais, fais-le de suite, tu seras en plus rémunéré » et comme ça, tout va se stabiliser. Je ne vais pas rentrer dans des détails, mais il va y avoir des échanges comme ceci. Je voulais revenir tout à l'heure, vous faisiez allusion à Apple. Aujourd'hui, Apple, et vous parliez également de l'ubérisation, donc on va dire grosso modo les GAFA, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Google, Amazon, Apple et Facebook, on leur reproche effectivement de jouer quelque part sur leur propre terrain et de cloisonner en fait leurs services. Vous êtes Apple, vous êtes Android, comme à l'époque vous étiez Mac, vous étiez PC. Est-ce qu'aujourd'hui on ne risque pas la même chose avec la meilleure intelligence du bâtiment? Est-ce que si on souscrit à du matériel ABB, on est condamné à être avec ABB, si on est avec Schneider, on est condamné avec Schneider, avec Legrand, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas un risque? Alors, c'est un risque, mais pas à ce niveau-là. C'est toujours un risque avec les GAFA. Je m'explique. L'équipement, c'est rien, c'est le service qui amène la valeur. Si l'Apple Store... Ça veut dire que tous aujourd'hui les capteurs peuvent discuter ensemble? Un ABB avec un Schneider? Bien sûr, bien sûr. Il y a des interopérabilités, dites des réseaux d'interopérabilité de base, qui sont des protocoles de communication. Ça serait technique de parler de LON, BACnet, KNX. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais on va dire l'interopérabilité multi-manufacturier au niveau des équipements, elle est sûre et certaine à l'heure actuelle. En intra-bâtiment, à l'intérieur du bâtiment de la GTB, l'interopérabilité des logiciels et des systèmes, là déjà j'y mets un gros bémol. J'y mets un gros bémol, c'est là que l'ininteropérabilité commence, en ce sens que lorsque je veux un système tout vert, tout bleu, tout rouge, tout jaune, forcément on a des tentations de faire un truc. Vous avez un exemple avec des marques? Je ne suis pas là pour faire de l'exemple avec des marques. Il y a des couleurs, vous verrez en fonction des logos. Vous verrez en fonction des logos. Mais lorsque, je vais vous faire juste une analogie. Supposons on prenait Apple. Moi, j'aime bien Apple, j'ai un iPhone, j'ai un iPad, j'ai tout ça, voilà, j'ai tout. Est-ce que je vais mettre un routeur Apple chez moi? Pas sûr. Pas sûr parce que je sais que c'est facile de clamper le système. À l'heure actuelle, si vous prenez une GTB de A à Z, elle est fournie par un monoprovider de A à Z. Et là vient le problème. Chaque couche est interopérable à son niveau. Lorsque vous empilez les trois, elle devient fermée ou moins interopérable dans son système. Maintenant, je reviens juste sur la problématique des GAFA, puisqu'au niveau des services, c'est la même chose. Vous croyez qu'Apple et Android, ils s'arrêtent là? Non. Regardez ce que fait Apple HomeKit. HomeKit, c'est juste un API qui permet à des gens de développer des applications de domotique. Et peut-être une API, parce que je ne pense pas que tout le monde soit fait. Un API, en fait, c'est une suite de fonctions pour que des développeurs puissent développer des jolies applications, comme vous avez sur votre iPhone des applications. Voilà. Ils sortent HomeKit de telle manière à ce qu'on fasse des applications. À l'arrivée, l'interopérabilité est une interopérabilité de plateforme. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Et c'est le défi de l'Internet des objets, de l'IoT, de ne pas tomber dans une interopérabilité de plateforme, que ce soit une interopérabilité Apple, Android, Nest ou quoi que ce soit. Jean-Éric Fournier, vous vous interrogez sur ces questions d'interopérabilité. On vous dit que donc, les équipements, eux, sont interopérables, peut-être moins les systèmes. En fait, la difficulté, c'est que les systèmes qui nous sont vendus sont soi-disant toujours ouverts. Mais en réalité, ils sont ouverts, mais seulement jusqu'à un certain degré. Et par ailleurs, la question des data qui a été posée, cette masse de data formidable qui va nous informer de tout un tas de choses, je crois que ce qui est important aussi, c'est de se demander à qui appartiennent les informations. Oui, on va y revenir. On a un vrai sujet autour de la propriété de ces informations. Mais du point de vue de la gestion de ces systèmes aussi, hormis la question de l'appartenance des données, j'imagine pour rassurer les occupants, oui, du coup, comment est-ce que vous gérez en fait ces bâtiments? Puisqu'aujourd'hui, ils sont plus intelligents qu'avant. Ça veut dire que vous souscrivez des contrats de maintenance de vos systèmes auprès des fournisseurs. On en a cité quelques-uns tout à l'heure. Ou alors, est-ce que vous avez vous-même vos équipes? Et si oui, est-ce que ça vous pose des problèmes de trouver les ressources humaines, il y aurait quelque part les profils qualifiés qui vous permettent de gérer vos immeubles au quotidien? En fait, on a une vraie question autour de la formation des exploitants des immeubles. C'est un vrai sujet parce qu'on évoque aujourd'hui le comptage. On a aussi le sujet par exemple du BIM, la modélisation informatique du bâtiment, qui va requérir aussi des mises à niveau et des formations à délivrer
auprès des acteurs qui maintiennent les immeubles. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet réglé. C'est pas un sujet d'actualité alors que... C'est un sujet d'actualité, ouais, enfin, oui. Mais ce n'est pas un sujet réglé. C'est un manque d'actualité. Absolument. D'accord. Que permet le BIM? Alors le BIM va permettre de modéliser complètement un immeuble, donc en l'espèce en 3D. Au lieu d'avoir simplement des plans, on va pouvoir le circuler dans l'immeuble, voir l'immeuble sous ses différentes facettes. Et on va pouvoir, dans une database géante, recueillir l'ensemble des informations qui vont concerner chaque installation, chaque équipement. On connaîtra sa marque, sa puissance. On va avoir tout le livret technique qui va être consigné dans le document et qui va ensuite faciliter la maintenance et l'exploitation du bâtiment, puisque le Facility Manager ou équivalent aura un accès instantané à l'ensemble des données, l'historique des données, et cette plateforme est là aussi interopérationnelle, c'est-à-dire que alors on peut imaginer un BIM dès la conception, nous chez Foncière des Régions on l'a expérimenté à partir de la construction sur un site pas très loin d'ici, et on en est maintenant à l'exploitation du bâtiment avec cette même maquette BIM, et donc qui constitue là aussi une plateforme qui va permettre à un certain nombre d'acteurs d'avoir accès à une information, alors plus ou moins filtrée, avec des codes bien sûr. Nous, on a préféré le faire jusque-là, toujours avec un BIM manager, c'est-à-dire une personne qui va être responsable de la donnée, de la traçabilité de la donnée et de la cohérence de l'ensemble. Serge Lemaine, tous ces systèmes, ils sont évolutifs. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il faille les changer dans pas longtemps C'est de l'informatique, tout est évolutif. En informatique, on appelle ça un driver, c'est-à-dire une connectivité entre un système A et un système B. Plus on numérise, plus on est évolutif. C'est une règle de base. Après, il ne faut pas modéliser dans des bases de données propriétaires, exactement. Mais le BIM a une certaine, par exemple, pour revenir au BIM, a une certaine interopérabilité. Et va y avoir des bases de données qui vont se créer, qui elles-mêmes sont interopérables entre elles, qui peuvent être enrichies. Ça, c'est aussi également important. Il faut savoir qu'en informatique, il y a des objets. Les objets, c'est des poupées russes. On met un objet dans un objet dans un objet. Il hérite des propriétés. On vient lui mettre des couches supplémentaires comme un oignon. Et donc, lorsqu'on va avoir la lampe, on va avoir le BIM qui va dire c'est une lampe 100 watts à filament qui est là. Mais moi, je vais lui rajouter quelque chose. Moi, je vais lui rajouter, elle appartient au bureau de Marie-Jo. Je vais lui rajouter encore autre chose. Elle est simplement allumée 40% du temps. Je vais lui rajouter autre chose. Et vous voyez qu'elle peut nourrir comme ça, à l'arrivée, tout un écosystème de logiciels, soit énergétiques, soit de maintenance, soit de changements préventifs, etc., en agrémentant les objets de propriété supérieure. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que le BIM vit dans un univers. La GMAO, la gestion de la maintenance assistée par ordinateur, où on loge notamment les contrats, un certain nombre d'informations, vit dans un autre univers. Et la GTB, GTC, dans un troisième univers. Donc pour l'instant, on n'a pas de connexion, contrairement à ce que parfois on peut entendre. Pour revenir sur ce que vous disiez sur l'informatisation des bâtiments, là aussi, est-ce qu'on ne s'expose pas à des risques qui sont concrètement actuels, d'ores et déjà dans le domaine de l'informatique, c'est celui de l'obsolescence? Vous prenez tout à l'heure l'exemple d'un iPhone, d'un Apple. Aujourd'hui, vous changez d'iPhone, il faut mettre à jour votre logiciel iTunes sur l'ordinateur, puis votre logiciel iTunes, il faut la dernière version du système. Pour avoir la dernière version du système, il faut changer votre ordinateur. Vous avez mis les mains dans un engrenage qui fait qu'au moindre petit changement, en fait, vous êtes obligé de tout renouveler. Est-ce qu'on ne s'expose pas à la même chose dans les bâtiments, mais pour le coup, pour des objets qui ne sont non plus des objets de consommation presque du quotidien, mais des choses qui valent beaucoup plus cher? Alors, je ne pense pas. Parce que vous faites, à juste titre, cette comparaison. Je vais en faire une autre. Combien de fois vous changez la carte Ethernet de votre PC? Et pourtant, tous les firmware changent, tout change, c'est remis à jour en automatique. N'oubliez pas qu'il y a des langages machine to machine et pas tout le temps user to machine. Il y a ces choses-là qui vont aider la maintenance là-dessus. Moi, je vois ça, au bout d'un moment, il faut voir ça comme un défi, voir ça comme un challenge, mais une énorme opportunité de business, d'emploi, de mieux vivre. Là, cette arrivée du numérique, quoi qu'il en soit, on est avec notre petit canard devant le tsunami. Donc on ne peut rien faire, il arrive et il va falloir savoir comment on le gère. Après, il y a des problématiques. Il y a la problématique de la big data, de la sécurité des data, du hacking, etc., etc. Mais chaque fois, il y a des réponses.
Moi, j'ai mon appli sur ma banque, je l'utilise. Hein. Je pense que tout le monde l'utilise. Est-ce qu'on se pose la question? Est-ce que je vais voir quelque chose? Non. Justement, on se pose cette question parce que tous ces équipements vont générer énormément de données. On dit que c'est le nerf de la guerre d'ailleurs, entreprises, collectivités, tout le monde veut y avoir accès. Je vous propose de regarder l'interview d'un responsable de Issy-Grid, un des premiers démonstrateurs de Smart Grid. C'est à Issy-les-Moulineaux en Île-de-France. Comment récupérer l'information des habitants sans qu'elle soit personnelle? La première fois qu'on a posé la question à la CNIL, ils ne savaient pas, on ne leur avait jamais posé la question. Mais c'est possible ça? Ah, c'est possible, c'est un des résultats d'Issy-Grid. C'est l'information qu'on récupère, elle décrit comment les bâtiments consomment, comment les gens dans les bâtiments consomment, mais pas comment les personnes individuelles consomment. Donc c'est trouver les moyens techniques pour être sûr que la donnée qui nous parvienne, même si quelqu'un veut se montrer malfaisant et trafiquer le système, même dans ce cas, on ne récupère pas de données personnelles. Le but, ce n'est pas de faire un système inviolable, c'est de faire un smart grid qui, dès qu'il est pénétré par quelqu'un de malfaisant, s'arrête. Alors, Jean-Laurent Gentil, c'est vrai, c'est sécurisé, c'est anonyme, les données, vous qui détenez beaucoup de données avec Linky? Alors, on détiendra finalement des données, mais en réalité, on ne les détiendra pas parce que la CNIL a été extrêmement claire. Finalement, ces données, à qui elles appartiennent uniquement aux consommateurs, la aux CNIL clients. qui n'a pas voulu venir sur ce plateau, je précise. La CNIL a été extrêmement claire, donc la data est propriété de l'utilisateur. Nous, ERDF, on est, dans l'exemple de notre système Linky, on est uniquement quelque part un transiteur, un opérateur. On collecte cette donnée d'un côté, dans le compteur qui est dans le logement, et on la rend disponible pour l'utilisateur sur un compte qu'il aura créé, un compte client avec un mot de passe, avec son identifiant personnel. Et il n'y a que lui qui recevra cette donnée, personne d'autre. Ensuite, lui décidera lui-même ce qu'il veut en faire. Il peut l'utiliser, comme on en parlait au début de l'émission, soit pour uniquement lui modifier son propre comportement. Donc il veut voir quand il allume le chauffage, quand il laisse ses appareils en veille, quelles sont les conséquences réellement sur sa consommation, le visualiser et modifier son comportement, ça peut être un choix. Il peut aussi avoir le choix de dire cette donnée, je vais la confier à un tiers, par exemple un fournisseur d'énergie, pour qu'en fonction de mon profil d'utilisation, il puisse me faire la meilleure offre qu'il peut sur le tarif de consommation. Si on prend un exemple, c'est exactement comme dans la téléphonie. Peut-être dans la semaine, on est occupé tous, on n'a pas tellement de temps libre et on téléphone finalement assez peu. Par contre, le week-end, on peut être amené à téléphoner beaucoup plus. Donc ça peut être intéressant d'avoir des tarifs qui soient différenciés. Bien sûr, l'énergie, ça commence déjà. On voit une première offre qui a été proposée par un opérateur énergétique qui propose désormais des heures week-end 30% moins chères que les heures semaines. C'est simplement l'extension pratiquement à l'infini de ce qu'on connaît tous avec les heures pleines, heures creuses, qui sont aujourd'hui utilisées essentiellement pour les ballons d'eau chaude dans nos logements. Donc votre ballon d'eau chaude se déclenche la nuit, l'électricité étant moins chère, mais c'est un système qui est très rigide. C'est quelques heures dans une plage horaire donnée. Demain, finalement, avec ces nouveaux outils, cette numérisation de l'énergie, eh bien, finalement, on va pouvoir vous proposer une offre qui est adaptée à votre propre profil de consommation si vous décidez de valoriser cette donnée. Parce que c'est vous, en tant qu'utilisateur final, qui prendrez cette décision. Mais pour que tous ces systèmes smart fonctionnent, la donnée circule. Donc, est-ce que là, ça ne va pas nous échapper? Là aussi, en fait, alors nous, on est en plein dans notre déploiement, effectivement, et on a été aussi, évidemment, scruté sous cet angle-là. Donc en France, il y a une agence publique qui s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. Cette agence, en fait, pour nous, elle a édité un référentiel de sécurité avec des exigences qu'on a évidemment appliquées, et elle audite régulièrement notre système. Elle nous demande à nous de pratiquer des audits internes avec des agences qui sont labellisées par cette ANSSI comme testant notre sécurité. Elle nous a obligés à mettre en place, on l'a conjointement décidé, à mettre en place des éléments de sécurité informatique et aussi des éléments de sécurité physique avec des éléments uniquement dédiés au blocage des intrusions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas de notre point de vue, c'est ce que dit l'ANSSI, le niveau de sécurité du système qu'on est en train de déployer, il est du même niveau qu'un système de sécurité bancaire ou d'un système de sécurité de défense. Jean-Éric Fournier?
Vous qui êtes préoccupé par ces questions, comment vous allez rassurer les occupants Comment on va rassurer les occupants? En fait, les si occupants vous allez déployer des choses. Oui, bien sûr, mais la question préalable posée par un certain nombre de grands comptes, c'est d'abord la sécurité et après le déploiement. Parce que déployer d'abord et avoir la sécurité après, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui va vous rassurer? Qu'est-ce qui va faire que vous allez y aller? Écoutez, je pense que ce type d'organisme qui va surveiller, scruter la sécurité va tout à fait dans le bon sens et dans le sens d'une meilleure transparence sur ce sujet. Serge Lemaine? Oui, juste un point. Vous avez dit exactement ce qu'il faut. Est-ce que je me pose la question lorsque je regarde mes comptes? Non, je ne me pose même plus la question, premièrement. Deuxièmement, il y a des technologies qui arrivent, comme les blockchains, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui sécurisent à outrance les communications, parce que c'est une vraie problématique. Et troisièmement, on change de génération. Je vous donne un exemple. Ma fille, Claire, je lui dis tous les jours, fais gaffe, quand tu vas sur Facebook, ils peuvent avoir tes photos, ils peuvent les utiliser. Je dis oui, mais je m'en fous. Parce que c'est l'usage qui prime. On est dans une génération, c'est la génération « I know what I want and I want it now ». Les sociologues l'ont dit. On est en train d'imaginer des bâtiments pour nos enfants, pas forcément pour nous. Donc on va donner ces données. Forcément, l'usage sera tellement grand qu'à l'arrivée, la propriété des données, ouais. Mais il y a un changement sociologique. Moi, mes enfants, ils n'ont pas envie d'avoir une maison et d'avoir une voiture, ils ont envie d'avoir l'usage d'une maison et l'usage d'une voiture. Ils sont pas trop dans la philosophie, on va dire, de la propriété. C'est important, il y a des changements de ce type-là. Donc, quid de la propriété si je m'en fiche? La CNIL pourra dire ce qu'il veut. Moi, je signe en bas, je m'en fiche. C'est ce que tout le monde signe. J'accepte après 45 pages d'End-User License Agreement qu'on ne comprend pas. Voilà. Et l'autre point que je voudrais dire sur ces datas, il y a où elles passent, mais là, où elles sont stockées. Je vais faire une analogie avec le bâtiment. En bâtiment, le cloud, exactement. Dans le bâtiment, vous avez la nue propriété et vous avez l'usufruit. D'accord? Eh bien, sur vos datas, vous avez la propriété et vous avez l'usage. Et quand vous stockez dans certains clouds, dans certains pays, la propriété est à vous, l'usufruit est double. Typiquement, ce que je racontais avec ma fille. L'usufruit, c'est-à-dire l'usage des datas qui sont dedans, sont utilisables par vous et par la personne. Par contre, leur propriété est à vous. Et les gens, en différenciant ça, ont balayé totalement le problème entre usufruit et propriété. Et je pense aussi qu'il y a un petit élément dans l'actualité qui me semble assez intéressant aussi pour répondre à cette question d'un point de vue de des gens qui ne sont pas forcément spécialistes. Quand on voit la controverse actuelle qu'il y a entre Apple d'un côté et le FBI de l'autre, on voit qu'une agence gouvernementale du niveau du FBI, même cette agence-là, elle n'arrive pas à franchir les systèmes de sécurité de Apple. C'est peut-être bien la première fois, remarquez. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, on est capable aujourd'hui quand même, en empilant différentes couches de sécurité, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui sont d'ailleurs au passage éditées par des agences gouvernementales aussi, qui nous imposent des référentiels pour en fait rendre les systèmes sécures, à la fois par du code et à la fois par de l'organe physique, des clés physiques qui sont implantées sur le réseau, pour nous en tout cas. Et ces niveaux de sécurité atteignent des niveaux très élevés. Je crois que la question de la confidentialité va se poser aussi beaucoup à l'intérieur du bâtiment. Et donc sur l'information globale du bâtiment, on a très peu de questions posées par les grands comptes ou les utilisateurs. En revanche, sur la façon dont l'énergie est consommée à l'intérieur du bâtiment, ça peut toucher à des réflexes qui viendront soit des personnes elles-mêmes, soit de leur management, parce que avoir une clé de lecture sur les activités qui prennent plus d'ampleur et celles qui en prennent moins, ça peut-être constituer une donnée confidentielle. Voilà. Je pense qu'on aura ce genre de sujet, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. En revanche, sur la masse globale de consommation sur un immeuble, ça semble être un petit peu moins, enfin même beaucoup moins sensible. Alors justement, on parle de l'open data aussi comme donc des données accessibles aux collectivités qui voudraient avoir accès à ces données pour mieux piloter, mieux identifier plutôt les dépenses énergétiques de certains quartiers. Les énergéticiens vont bientôt devoir donc ouvrir ces données aux collectivités. Vous pouvez nous en parler un petit peu, Jean-Laurent Gentil? Oui. Alors effectivement, les collectivités, elles font face à un certain nombre d'obligations réglementaires et elles sont obligées d'établir ce qu'on appelle des plans climat-air-énergie, PCAET, qui sont en fait une façon de travailler sur leur territoire pour améliorer la situation environnementale.
Donc par exemple, typiquement, identifier dans le cadre d'un plan de rénovation urbaine, finalement, quelles sont la priorité, par où dois-je commencer. Et finalement, l'état visuel des bâtiments, il n'est pas forcément révélateur de l'état thermique ou de l'état énergétique de ces mêmes bâtiments. Donc elles ont effectivement une forte demande pour elles-mêmes, mais on le trouve aussi pour les organismes d'HLM, pour les bailleurs sociaux, pour tous ces grands opérateurs de parcs, et j'imagine aussi pour les opérateurs privés comme la Foncière des Régions. Donc pour les collectivités, elles ont ces contraintes-là, et elles ont aussi des projets personnels qui sont liés aux choix qu'elles font sur leur propre territoire. Et un certain nombre d'entre elles se sont d'ailleurs lancées dans un cadre réglementaire qu'on appelle les territoires d'énergie positive, qui était en fait dans la dynamique de la loi de transition énergétique. Donc elles reçoivent des subsides, des fonds, pour développer des opérations de promotion de la croissance verte. Et pour elles, pour faire ça, la première chose, c'est toujours la même chose, c'est une étape de diagnostic. Elles doivent savoir en gros quel est l'état de mon territoire pour que je puisse ensuite choisir quelle priorité j'actionne. Et pour faire ça aujourd'hui, elles ont besoin d'avoir accès en fait à des données. Et donc dans le cadre à la fois de cette loi pour la transition énergétique et aussi de la loi sur le numérique, qui sont passées très récemment, il y a eu cette demande qui a été intégrée et actuellement des décrets sont en cours qui vont définir ce que la loi demande aux énergéticiens de fournir. Donc effectivement, on voit bien que l'intérêt de la société, c'est de fournir un certain nombre de ces données pour permettre que ces projets se développent au profit des citoyens, et en même temps que, toujours pareil, on respecte les informations commercialement sensibles, l'anonymat des personnes. Serge Lemaine, et ça sera le mot de la fin, vous doutez que l'accès aux données par les collectivités, donc les données de Linky, soit vraiment un instrument pour pouvoir maîtriser les dépenses énergétiques? Alors, je ne doute pas, mais je mets juste un bémol, ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant, comme je vous disais, ça ne sera pas suffisant pour le tertiaire. Chez vous, chez moi, je pense que ce sera suffisant parce que ça donnera des informations, on va dire, assez granularisées pour en tirer quelque chose. Avoir l'information d'un compteur général sur un bâtiment, c'est comme, je ne sais pas moi, mesurer la vitesse uniquement entre Bordeaux et Toulouse quand je rentre et quand je sors. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe au milieu. Donc ça, c'est juste pas possible. On ne voit pas les pics, on n'a pas une vision. Donc ceci devrait être également en adéquation avec des données beaucoup plus fines qui viendront de l'intérieur du bâtiment, exactement comme vous dites, et qui viendront affiner des macro-indicateurs fournis par les compteurs généraux. Jean-Éric Fournier? Oui, alors par rapport à Linky, en réalité, un sujet important, c'est l'évolution du prix de l'énergie, et en particulier la volatilité du prix de l'énergie qui devient de plus en plus importante. Et le fait que les pics de consommation d'énergie vont coûter de plus en plus cher. Donc pour une société comme Foncière des Régions, sur les immeubles nouveaux que nous développons, l'effacement des pics de consommation est un vrai sujet, à la fois au moment de la construction, parce que les fameux tuyaux que vous évoquiez tout à l'heure vont être dimensionnés de manière extrêmement réaliste, de manière à ce que ça ne nous coûte pas trop cher au moment de la construction. Et puis ensuite, dans l'exploitation du site, évidemment, on va faire en sorte d'éviter ces pics de consommation. Est-ce que Linky va gérer en fait cet aspect et cette question des pics et de l'effacement? Alors Linky, en fait, il exécute la mission de RDF. La mission de RDF, c'est de rendre accessible l'information pour l'utilisateur du logement individuel ou collectif, et que cette information, comme on le disait tout à l'heure, puisse être utilisée sous réserve que le propriétaire de cette donnée le communique à un fournisseur, pour que des offres puissent être faites. Notamment aujourd'hui, il existe des offres qu'on appelle classiquement EJP. Beaucoup de professionnels utilisent ces offres-là, donc avec des signaux tarifaires qui arrivent dans le compteur des professionnels. Vous pouvez dire EJP, la définition de l'acronyme? C'est en fait un effacement jour de pointe. Donc c'est un signal tarifaire qui est envoyé par le fournisseur qui dit voilà, il y a un certain nombre de jours dans l'année, et ces jours dans l'année, du point de vue du système électrique, ce sont des jours critiques, ce sont les jours très froids, et donc on envoie un signal tarifaire qui dit aux utilisateurs qui ont signé ces contrats particuliers, qui arrivent dans leur compteur, c'est comme un signal rouge, jour rouge, et sur ces jours-là, en général, les utilisateurs, c'est des gros utilisateurs, des industriels ou des propriétaires de grands bâtiments, peuvent avoir soit une façon de réduire leur consommation, comme indiquait monsieur tout à l'heure, avec des équipements qui peuvent être arrêtés pendant la journée,
ou bien parfois ils ont même leur propre groupe électrogène qu'ils démarrent et qui leur permet de se délester du réseau. Alors ça veut dire par exemple qu'aujourd'hui, un compteur Linky, aussi intelligent soit-il, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, ne peut pas par exemple couper le frigo d'un usager à une heure où ça permettrait de contribuer à l'effacement général. Alors, techniquement, il pourrait faire plein de choses, mais la loi en fait donne à ERDF des prérogatives et ERDF, on doit se limiter à proposer à l'utilisateur du logement, propriétaire du logement, locataire, le maximum d'informations que lui-même exploitera pour son compte avec soit son fournisseur d'énergie, soit des équipementiers qui vont utiliser la donnée qui est fournie pour eux-mêmes piloter ces équipements-là. Mais ce n'est pas le compteur directement qui va piloter. Concrètement, vous vous arrêtez au pas de la porte. Vous ne pouvez pas rentrer dans la maison. On n'envoie pas d'ordre dans la maison. On n'envoie pas d'ordre dans la maison, la loi nous l'interdit en fait. La loi nous demande par contre de rendre disponible le maximum d'informations pour que l'occupant du logement puisse, en utilisant au mieux cette information, optimiser sa consommation. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous quatre pour votre contribution. Merci à vous, internautes, de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.